Bienvenue au Polysécure section PME. Je suis avec mon trio de feu. Comment allez-vous? Super bien, et toi? C'est parfait. Cette fois-ci, on aborde le Dark Web. Ce concept qui mystifie bien des gens, pourtant qui est assez simple, somme toute, quand il est bien défini, et qui n'est pas si mystérieux, mais quand même très important dans le paysage de la cybercriminalité. Donc, je vais vous laisser commencer avec ça. Je commencerai par la définition, peut-être, pour un peu guider les gens dans c'est quoi le Dark Web. En fait, on devrait plutôt dire Deep Web. Le Deep Web est la partie non indexée de l'Internet. Donc, quand vous allez sur Google, puis vous cherchez quelque chose, vous cherchez dans la partie qui est indexée de l'Internet. Mais l'Internet a beaucoup de choses, puis il y a une partie qui est non indexée. Par exemple, tout ce qui est le Deep Web est non indexé, tout ce qui est les channels Telegram est non indexé dans l'Internet. Donc, toute cette partie-là de l'Internet représente ce qu'on appelle le Deep Web. Et dans le Deep Web, il y a une partie tout au fond qu'on appelle le Dark Web qui représente, most of the time, les activités criminelles qui sont reliées sur l'Internet. Donc, c'est pour ça que souvent l'image du iceberg qui est donnée, c'est que en haut de l'eau, on a la partie indexée, donc toutes les choses que tu peux trouver dans Google. Puis tout ce qui est en dessous de l'eau, c'est toutes les choses que tu dois un peu savoir où les chercher pour les trouver. Puis tout au fond, où il y a les grosses bébites marines, c'est le Dark Web. Donc, si je peux donner une définition, ça serait comme ça. Ça serait... Ça inclut ce qui va être channel Telegram également. C'est pas juste des sites internet. Le Dark Web, ne tapez pas darkweb.com, vous n'allez pas y accéder comme ça. C'est vraiment plus, on ne tombe pas dessus par hasard. Faut vraiment aller chercher à y aller. En termes de définition autre. Je pense que tu vas sur le Dark Web, tu dois, le Deep Web, j'essaie de tout le temps utiliser Deep Web et non Dark Web, mais c'est juste parce que Dark Web est d'un côté marketing beaucoup plus sexy que Deep Web. Mais le Deep Web, tu dois utiliser un navigateur comme Tor, donc tu dois utiliser un navigateur qui est capable de faire ce qu'on appelle le Tor. Puis à ce moment-là, tu es capable d'aller sur le Deep Web. C'est juste que pour chercher dans le Deep Web, faut que tu saches un peu où tu t'en vas, donc t'as pas de Google du Deep Web. Donc, mais ça peut être utilisé. Je veux pas que les gens ils pensent que c'est juste utilisé à des fins criminelles. Là. Les journalistes utilisent ça. Il y a beaucoup de gouvernements qui utilisent ça. Donc, ça leur permet d'avoir des communications un peu plus. Les gens ne voient pas, mais en air quotes secrètes. Puis sont capables de faire des transactions à travers l'Internet qui sont pas indexées par Google. Donc, ça, c'est le gros avantage. Mais évidemment, il y a des gens comme toute chose qui l'utilisent à des fins malveillantes. J'allais te demander justement à quoi ça sert le Dark Web à part engager un tueur à gages, avoir des comptes Netflix gratuits, trouver des cartes de crédit. Qu'est-ce qu'on trouve sur le Dark Web justement? Pourquoi c'est intéressant et pourquoi c'est sexy? Toutes ces activités illégales qu'on pourrait y trouver. D'ailleurs, aller se promener sur Dark Web, c'est pas par hasard, et deux, ça passe en conséquence parce qu'il y a des choses qu'on n'est pas prêt qu'on n'oublie pas à visualiser. Mais dans une PME, généralement, pourquoi on parle de ça, pourquoi on entend ce mot-là, c'est qu'il y a deux gros cas, à mon sens. Le premier, c'est le cas d'incident. Un incident a été déclaré, le ransomware, le vol d'informations. Puis là, souvent, l'assurance va dire il faudrait aller regarder, ou le bridge coach qui va intervenir, ou la firme qui va aider à repartir va dire là il faut aller regarder dans le dark web, c'est là où il y aura l'information, donc là il faut aller récupérer, essayer de jouer l'enquêteur pour récupérer les informations. Puis un deuxième cas qui est moins pour les PME mais souvent parfois mis en avant, c'est le cas de prévention, c'est de dire là peut-être qu'on va avoir des informations sur ce que pensent les bad guys de nous. Est-ce que les bad guys sont en train de s'organiser pour utiliser quelque chose que nous, on connaîtrait pas sur nous-mêmes pour essayer de rentrer? Et juste un petit point justement par rapport à l'autre dark web, etc. Quand vous faites ransomware ou vous volez des données, les données ont évidemment de la valeur et vous n'allez pas les trouver sur le marketplace, en théorie. Pour trouver justement des acheteurs, parce que le but, on s'entend que personne ne fait rien pour rien. Oui, ça arrive des attaques qui sont juste pour nuire, mais généralement, ça reste de la business. Ils cherchent justement des choses à vendre. C'est vos données. Ils vont après aller trouver des channels Telegram ou des sites non indexés pour aller proposer vos données aux plus offrants. Faut que les gens comprennent, c'est que c'est une chaîne, ok. Donc, il y a des gens qui sont spécialisés à ramasser des credentials qui fonctionnent. Donc, c'est-à-dire que ça soit via le phishing. En même temps, tu as des spécialistes dans le phishing, mais bref, ça c'est une autre histoire.
Mais t'as des gens qui sont spécialisés à ramasser des credentials qui fonctionnent ou qui ont un pourcentage de succès. Et ces gens-là sont souvent pas les gens qui vont weaponize les credentials. J'oublie le terme français, mais bref. L'utiliser pour vous attaquer. Exact. Souvent, les credentials vont être vendus en masse, en bulk. Donc, je vais te vendre 1000 sets de credentials avec un pourcentage de succès de 85%. Puis, la personne qui s'occupe de faire du ransomware après ça ou qui veut déployer un info stealer, ce genre de truc-là, va utiliser ce set-là de 1000 credentials pour pouvoir faire ses attaques. Donc, ce qu'il faut que les gens comprennent, c'est que cette partie-là du web, c'est rendu une business. Donc, il y a des gens qui sont spécialisés dans certaines parties de la business. Même chose qu'en cybersécurité. Donc, on a des gens qui sont spécialistes à ramasser des credentials. On a des gens qui sont spécialistes à ficher. On a des gens qui sont spécialistes à faire du info stealer. On a des gens qui sont spécialistes en ransomware. Donc, c'est vraiment une chaîne, c'est vraiment une business où tu peux voir ça comme un produit SaaS. Je sais que ça frappe un peu l'imaginaire des gens qui ont jamais Ransomware as a entendu. service. Exact. Ça frappe un peu l'imaginaire des gens qui ont vraiment jamais entendu parler de ça, mais c'est vraiment une grosse business, tout ce qui est des credentials volés, ransomware, puis tout ce qui vient avec ça. Et c'est là où c'est tentant d'aller chercher dans ces marchés parallèles pour essayer de retrouver comment est-ce qu'on s'est fait avoir, comment l'entreprise s'est fait avoir, etc. Malheureusement, de la nature du dark web, c'est pas Google ou c'est pas une base de données avec la vérité ultime, donc il n'y a pas une garantie de succès de retrouver l'information dans tous les sens. Et c'est là où il faut faire attention pour pas s'y perdre, parce que comme a dit Nicolas, c'est une partie démesurée de l'Internet non indexable, c'est démesuré, donc vous pouvez y passer des années et des années de recherche pour essayer de trouver quelque chose potentiellement pas retrouvable. S'il y a un vendeur qui vous vend un jour, qui est capable de scanner le dark web au complet, Tous ensemble, run for your life. Run for your life, parce que by definition, c'est pas quelque chose de faisable, c'est non indexé. Il n'y a pas de façon de t'assurer d'avoir descendu tout le dark web. C'est pas un concept, c'est pas quelque chose qu'on peut vérifier par la suite. Donc, tu peux essayer de descendre le plus de sources possibles du dark web, des Telegram channels, peu importe le genre de site oignon que tu descends, mais tu pourras jamais assurer à une entreprise que tu descends tout le dark web. C'est comme un marché aux puces. C'est-à-dire que c'est surtout le lieu de ce qu'on appelle le dark web où les gens commercent des choses illégales, ça va disparaître aussi vite que ça l'apparaît. Donc, même l'indexation que ces recherches-là ne sont que très éphémères en termes de temps, puisque la vente de credentials a une durée de vie parce qu'ils vont vérifier la fraîcheur du produit qui est vendu. Comme on va à l'épicerie, on vérifie si nos fruits et légumes sont frais, mais ils vont vérifier la même chose. Donc, dès que le produit est périmé, il disparaît parce qu'il n'est plus nécessaire. Très belle analogie. J'adore ça. Je vais donner aussi d'autres use cases, un petit peu, parce qu'on parle beaucoup des passwords. Il n'y a pas juste ça. Par exemple, justement, une compagnie a été breached. Il y a beaucoup de temps, il y a des données de centaines, voire des milliers de clients de la compagnie. Il n'y a pas de password. On parle d'information. Ça va permettre de faire des campagnes d'harponnage qu'on appelle ciblées. Les attaquants vont se dire, OK, j'ai du contexte pour que ma campagne de phishing soit beaucoup plus, pas du phishing, non, c'est mon terme habitué à parler de sensibilisation, mais ça va marcher pour vrai. Et on en revient justement à l'épisode précédent, on parlait de sensibilisation et que tout le monde va cliquer, nous inclus. C'est parce que justement, avec toutes les informations qui sont disponibles en ligne, c'est de plus en plus facile de faire des courriels qui fonctionnent. Et c'est des bandes organisées, on en revient, c'est professionnel. Faut qu'on sorte l'image du petit jeune dans son sous-sol tout seul. C'est des bandes organisées, ils travaillent professionnellement. Et je pense même qu'il y a des fois des services clients qui sont meilleurs quand vous appelez votre opérateur téléphonique ici. C'est redoutable et c'est là l'intérêt de passer un peu de temps en cas d'incident, de essayer de collecter qu'est-ce qui aurait pu disparaître, qu'est-ce qui aurait pu être dans les mains de la partie des attaquants pour justement mieux se protéger, mieux avertir. Le seul hic, c'est qu'il n'y a pas une garantie d'obtention de l'information totale. Donc c'est bien de regarder, mais il faut pas s'y perdre dans cette partie de recherche parce que ça pourrait être contre-productif. Donc c'est quelque chose qui est bien à considérer, puis ça va être recommandé en cas d'incident. Par contre, il faut savoir dire stop si on trouve rien de probant, parce que sinon vous allez passer une éternité pour potentiellement y trouver des peanuts, parce que encore une fois,
à cause de la volatilité, la rapidité, etc. Mais la surveillance en continue. J'entends déjà quelqu'un dire, mais moi, j'ai enable le 2FA. J'ai enable le multifacteur dans mon entreprise, right? Fait que c'est pas un problème. Et c'est là qu'on introduit un petit peu juste la différence. Je vais faire un quick part là-dessus. C'est la différence entre avoir un password et un jeton de session. Ce qu'on appelle un session token. Avoir un password dans le moment où tu as un 2FA, évidemment, ça va te prendre le code qui est envoyé à ton utilisateur. Dans le cas d'un info stealer ou quelque chose qui est capable d'extraire toutes les données de ton navigateur, ça va extraire ton jeton de session, ton session token. Et ce session token-là est octroyé une fois que tu as complété l'authentification complète. Donc, ça veut dire ton utilisateur a rentré son password, a rentré son multifacteur. Une fois que tout ça a été approuvé, il y a une session qui est octroyée à ce dit utilisateur-là. Et si l'attaquant est en mesure de mettre la main sur ce jeton-là et qu'il le met lui-même dans son navigateur, à ce moment-là, l'attaquant va être capable de se faire passer comme ton utilisateur sans deuxième facteur. Donc, le danger des info-stealers vraiment de ce genre de données-là, c'est si jamais on a des sessions, des jetons qui sont leakés ou qui sont compromis, ton deux facteurs, il va aux poubelles à ce moment-là. Donc, c'est pour ça que... le multipass. Exactement. Donc, garder un œil là-dessus puis d'être capable de monitorer ce genre de truc-là puis de détecter quand un info-stealer arrive. Aux derniers épisodes, on parlait là, que la ligne est mince entre utiliser son laptop perso et professionnel et à quelle fin qu'on l'utilise. C'est exactement dans ce genre de moment-là où ça coûte cher. C'est que quelqu'un a utilisé son laptop personnel, il est allé voir ses emails une fois ou deux. Au lieu de loguer out, il a juste pesé sur le X de sa table Google Chrome, puis ça l'a pas logué out. Fait que son jeton de session est encore valide. Et la semaine d'après, via Discord, YouTube ou whatsoever, il a downloadé un info stealer. Puis sa session d'enterprise s'est fait leaker. Puis à ce moment-là, on s'embarque dans des troubles qui peuvent mener à des ransomware. Et c'est là où le deuxième cas d'usage, d'avoir un œil un peu ou d'avoir de l'information qui provient de milieux non autorisés ou de milieux illégaux, pour pas dire dark web, le mot magique, ou deep web, c'est là où la notion proactive de faire un peu de surveillance pour savoir, tiens, il y a eu quelque chose qui a popé, tiens, mon adresse de courriel est arrivée dans un infostealer. On échangeait, le ransomware, c'est très catégorisé entreprise, l'infostealer, ça va toucher très personnel, très sphère personnelle, parce que il y a un ransomware pour un poste de travail à la maison, pour le laptop à la maison, oui, c'est pénible, mais c'est pas très rentable. Par contre, l'infostealer est intéressant, surtout si on peut y récupérer des credentials d'entreprise et des sessions, des tokens qui sont déjà préapprouvés. Donc, exact. Vas-y, Cindy. Ou encore une fois, si un de vos fournisseurs, partenaires, clients se fait breach, c'est pas dans tous les cas que vous allez être avisé de ça. S'il y a des documents qui vous concernent, qui se retrouvent sur le dark web, c'est aussi un bon moyen de le savoir. Si on est en surveillance, par exemple, dépendamment de la nature du document, il y en a qui sont pas forcément importantes, mais ça se pourrait être documents très confidentiels, des renseignements personnels aussi. Dans tous les cas, on aime ça. Dans le monde idéal, on aimerait ça le savoir. Après, effectivement, c'est une décision personnelle, mais d'un point de vue de cas par cas en entreprise. Est-ce que c'est un investissement qui est rentable pour vous, qui vaut la peine? Là, il y a beaucoup de cas par cas. Pour certains, ça va être oui. J'aimerais préciser quand même que oui, ça existe, le dark web, puis de la surveillance, puis des éléments, mais ça n'exclut pas que les choses et l'hygiène de base doivent être faites. Si vous n'avez pas mis votre DR, oui, vous pouvez aller rechercher quelque chose qui se serait passé. Oui, parce que vous avez statistiquement plus de probabilité d'apparaître dans un site du dark web si vous n'avez pas fait vos devoirs, votre hygiène de base, que si vous avez déjà on va activer les éléments. On parlait de two factor. C'est pas parce qu'il y a des façons de contourner qu'il faut pas le faire. Non, il faut le faire. Exactement. Il faut le faire. Important, ça. Il faut bien gérer. Il faut bien gérer vos mots de passe. Tous les éléments qui sont accessibles à des PME parce qu'elles sont pas extrêmement dispendieuses, parce qu'elles sont relativement simples à mettre en place dans des routines, il faut le faire. Et après, la couche de protection supplémentaire. Alors, quand on est mal pris en cas d'incident, oui, effectivement, mais si on veut faire de la proactivité, ça ne peut marcher que quand on a fait toutes les premières briques de base. J'aime regarder une plateforme, ce genre de plateforme-là, le site Dark Web Monitoring, comme étant la meilleure argent dépensé pour rien. C'est-à-dire que si tu dépenses cet argent-là pour, je sais pas, ça te coûte 5-10 000 par année pour avoir ça,
puis que t'es jamais notifié, c'est le meilleur 10 000 que t'auras jamais dépensé. En voulant dire que ton staff est vraiment parfait. C'est une assurance. T'as juste des maillons assuré. forts. Genre, c'est le genre de truc que t'espères ne jamais utiliser, tu comprends? Mais ça t'apporte ça t'apporte ce côté-là, là, tu sais, de pouvoir avoir ton bac puis de pouvoir regarder pour toi. Puis évidemment, ça sera jamais parfait parce que, par définition, ce qu'on a dit au début de l'épisode sur comment que le dark web fonctionnait. Mais oui, je dis tout le temps comme si jamais t'achètes une plateforme comme ça ou tu utilises un service comme ça, t'espères ne jamais être notifié puis de juste renouveler à chaque année puis jamais entendre parler. Ça risque Nicolas de Loïc, c'est là où tu as ta belle comparaison. Oui, c'est ce qui va remplacer la surveillance de crédit. Ça va donner la surveillance du dark web. Puisque les breaches, les fuites d'informations maintenant, c'est plus mon crédit que je vais faire surveiller, c'est de voir si mon information a tombé dans le dark web. Fait que si une compagnie fait fuiter mes informations et me met dans cette posture-là, ben je préfère maintenant surveiller le dark web versus ma surveillance de crédit, puis à la limite, je vais le faire tout seul, ma surveillance de crédit. Là. C'est pour faire Et pour peu importe, mais les choses les temps ont changé. Et pour l'analogie, pour revenir à ce que disait Dom, une surveillance de crédit ne te donne pas un bon crédit. Donc là, c'est pareil. C'est que pour ne pas avoir d'infos dans le dark web, faut que tu aies une bonne hygiène et tu vas limiter les chances. En cas de fraude, ça se peut que ce soit pas ta faute et que ça arrive, comme c'est le cas pour le crédit. Donc l'analogie est vraiment bonne, Nicolas Loïc. Nouvelle idée de chandail. Dark web is the new Equifax. Ah, ça pourrait être bon. En tout cas, c'est une belle conclusion. On va avoir une belle boutique de linge, en tout cas. Oui, on va avoir on va monter une boutique parce qu'avec toutes ces idées-là, maintenant il va falloir qu'on les mette en œuvre. Je vous remercie énormément, c'est très intéressant ces sujets-là. C'est toujours une collab qui me fait énormément plaisir parce qu'on aborde des sujets qui sont malheureusement pas suffisamment abordés. Puis merci encore. Avec plaisir. Merci, guys. À bientôt à tous. Plaisir. Bye bye. Ciao.